Scène d'un côté, Gaza-Plage de l'autre, alors que la mairie de Paris met à l'honneur la ville de Tel Aviv aujourd'hui dans le cadre de Paris-Plage. Un contre-événement a été organisé par les pro-palestiniens. Scène d'apocalypse à Tianjin après l'explosion d'un entrepôt. Bilan provisoire, 50 morts et 700 blessés. Toujours pas d'explication sur les origines de l'explosion. La crainte d'une contamination chimique est dans tous les esprits en Chine. Et puis signature d'un accord majeur sur le gaz en Israël. Il va rapporter des centaines de milliards de shekels selon le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Une manne dont les Israéliens espèrent profiter au quotidien. Le Grand Direct avec Daniel Atlan. Bonsoir, bienvenue, nouvelle édition du Grand Direct sur i24 News. Tel Aviv sur scène s'est finalement déroulée sans incident majeur. L'opération a suscité la controverse depuis plusieurs jours et c'est la raison pour laquelle un important dispositif de sécurité a été mis en place. On se rendra sur place au long de cette édition, juste après ce sujet signé Maxime Pérez. 500 policiers mobilisés, des contrôles renforcés, un événement sous haute tension. Tel Aviv sur scène a bien eu lieu ce jeudi à Paris, mais l'ambiance de plage et de fête promise aux participants a été ternie par la polémique et cette contre-manifestation de militants pro-palestiniens. Face au parasol de Tel Aviv et aux platines de DJ venus promouvoir la ville qui ne dort jamais, cet immense drapeau palestinien a été hissé et des banderoles appelant au boycott d'Israël. Comment on peut venir faire la promotion d'un pays, d'une ville qui pratique l'apartheid, qui pratique le racisme d'État, la colonisation, qui refuse le droit fondamental des réfugiés de rentrer sur leur terre, dans leur maison. Cela fait partie du dispositif de propagande israélien que d'essayer de montrer un Israël autre que les bombes, les soldats, les checkpoints, etc., etc. Côté Tel Aviv sur scène, l'atmosphère était plutôt bon enfant. Les caméras et les curieux n'ont pas intimidé les visiteurs. Mais certains ont du mal à comprendre l'ultra-politisation de cet événement. Lorsque l'on refuse de façon aussi radicale la culture d'un pays et la culture d'Israël, on n'est pas dans la promotion de la paix, on est au contraire dans le refus de la paix. C'est un peu symptomatique, ça montre aujourd'hui que pour une partie de la population française qui veut juste sortir, qui veut juste aller s'asseoir sur un transat, on est obligé de barrer 3 rues, de mettre 300 policiers, 400 policiers, je ne sais pas combien il y en a, pour fermer, contrôler les gens, et c'est la réalité aujourd'hui de la communauté juive en France. Voilà. Bon, rien de méchant envers les gens. On aime tout le monde, mais tout le monde ne nous aime pas malheureusement. Sur fond de musique orientale, les plus engagés n'ont pas hésité à danser avec des drapeaux israéliens. Une façon de rendre la monnaie à leurs détracteurs. Et pour parler de cet événement, j'accueille sur ce plateau Meyer Habib. Bonsoir. Bonsoir Daniel. Vous êtes député de la 8e circonscription des Français de l'étranger. J'ai le plaisir d'accueillir Franck Tapiero. Bonsoir. Bonsoir Daniel. Vous êtes publicitaire, président d'Hémisphère Droit. Meyer Habib, quand on voit ces images, finalement pas d'incident majeur, beaucoup de bruit pour rien. Les masques sont tombés. Toute la haine contre Israël est sortie. Ces gens-là qui ont manifesté contre Paris-Plage, Paris-Tel Aviv-Plage, sont les mêmes qu'on a vus cet été dans des manifestations où on a crié « mort aux Juifs », où on a chargé des synagogues. Ces gens-là ne veulent pas un État à côté d'Israël, à côté de Tel Aviv. Ils veulent un État à la place de Tel Aviv. Ces manifestants, est-ce qu'on les a vus une fois pour descendre dans la rue alors qu'on a tué 300 000 personnes, gazé des femmes et des enfants en Syrie, en Irak, en Iran et dans toute cette région? Personne dans la rue, ça n'intéresse personne. Les chrétiens n'existent plus dans cette partie du monde. Personne, ils ne sont jamais dans les rues. Alors comment vous expliquez que ça suscite autant de passion? Parce qu'ils sont obsédés par Israël. Parce que ce minuscule État de 24 000 km² est un État en trop pour eux. Ils ne souhaitent que cet État s'appelle la Palestine. Ils ne veulent pas 1 cm² d'Israël et c'est le fond des choses. Comment fait-il parler d'apartheid? Dans ce pays, 22% de la population est arabe. Vous savez, Daniel, combien de juifs il existe aujourd'hui dans les territoires palestiniens? 0%. Qui fait de l'apartheid? Où est l'apartheid? De quoi parle-t-on alors que chaque jour, des centaines, des milliers de gens sont en train de massacrer à travers le monde? Il suffit de se promener ici dans les rues de Tel Aviv pour voir le vivre ensemble, la tolérance des gens de toute confession, la possibilité d'avoir les obédiences sexuelles que l'on veut. Et ça, malgré cela, les gens sortent dans la rue
et hurlent leur haine d'Israël. Ce qui est incroyable, c'est qu'on se retrouve à parler de sujets très sérieux, de politique, alors qu'il s'agissait d'un événement culturel. On parlait de plage, de musique. Est-ce que cette politisation, elle était inévitable ? En fait, plus que la haine d'Israël, mais je vais plus loin, c'est la haine des Juifs, c'est de l'antisémitisme pur, profond, symptomatique. Puisque justement, pour en arriver là, en plus, il y a une erreur terrible, c'est qu'ils ont choisi la mauvaise cible. Ça aurait été Tsahal sur plage, Netanyahou sur plage, ou gouvernement israélien sur plage. À la limite, on aurait pu imaginer des levées de boucliers. Mais là, c'est Tel Aviv. Tel Aviv qui est un symbole international aujourd'hui d'ouverture, de paix, d'amitié, de tolérance absolue. Donc s'il y avait un symbole en Israël à ne pas taper, c'était vraiment Tel Aviv. Donc ils se sont gourés. Piège, hein, mais ils se sont fait piéger. Mais moi je voulais les remercier. Moi c'est pas un argument que je reprends. Voilà, c'est cela. Tel Aviv a été isolé, en tout cas lorsque la mairie de Paris s'est défendue, a dit on va maintenir cet événement. Ouais. Elle a aussi pris le soin d'isoler Tel Aviv du reste d'Israël, comme si c'était le seul îlot de démocratie dans tout le pays. Encore une fois, Tel Aviv, c'est un symbole extraordinaire. C'est un des symboles les plus positifs, les plus extraordinaires qui existent. Non seulement pour la démocratie, je vous l'ai dit, pour l'ouverture. Vous avez parlé de préférence sexuelle. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est la capitale gay à travers le monde. Hein. Il y en a eu quelques-unes à travers le monde. Il y a eu San Francisco. Et aujourd'hui, c'est Tel Aviv. Il faut en être fier. C'est Tel à vivre. Moi, c'est ce jeu de mots que j'aime bien. C'est la ville la plus agréable à vivre, peut-être aujourd'hui, 24-24, mais pour tout le monde. Et comme l'a très bien dit Meyer, quelle que soit sa religion, quelle que soit son obédience, quelle que soit sa préférence, Tel Aviv, c'est vraiment la ville, pour moi, symbole aujourd'hui dans le monde entier, qui représente cette ouverture et cette ville qui est en avance sur son temps. On dit aussi, vous savez, c'est la Startup City, mais c'est vraiment à Tel Aviv que ça démarre. Et encore une fois, déjà, il y a une erreur énorme, ceux qui sont attaqués à la mauvaise ville et au mauvais événement. Mais de quoi on parle ? On parle de Paris-Plage, d'un petit événement local, parigo-parisien, et grâce à eux, et ça je tenais à les remercier, ils en ont fait un événement mondial. Aujourd'hui, tout le monde connaît Tel Aviv-Plage. Donc, derrière cela, on voit aussi un ratage, un troisième ratage. S'ils avaient proposé qu'à côté Tel Aviv-Plage, on fasse un Gaza-Plage. S'ils avaient demandé, mais de façon positive, pacifique et ouverte, non seulement ils auraient accepté de le faire, et c'est une démonstration formidable de voir. Regardez à Paris, sur les berges de la Seine, il y a un Gaza-Plage à côté de Tel Aviv-Plage. Une occasion ratée de donner un symbole positif, un symbole de paix. Ça veut bien dire qu'ils ne cherchent pas à avoir un symbole positif. Ils ne veulent pas parler de paix. Ils ne connaissent rien, ni de Tel Aviv, ni des territoires occupés, mais occupés d'ailleurs par qui ? Ils ne le savent même pas. Ils ne savent même pas où se situe Tel Aviv sur une carte. D'ailleurs qu'en France, vous savez très bien que certaines compagnies aériennes se donnent la liberté d'oublier Israël. Mais non, ils ne le savent pas, puisque s'ils le savaient, ils ne pourraient pas dire que Tel Aviv est une ville où on pratique l'apartheid. On est à Tel Aviv, on est à Jaffa. On vous parle de Jaffa, un port arabe à Tel Aviv, avec des Arabes partout qui ont le sourire, qui parlent hébreu mieux que moi. Puisque moi je parle 2-3 mots, ils parlent hébreu, ils ont la liberté de pratiquer leur culte, d'être... Donc à un moment ce sont des ignorants, pour pas dire des imbéciles, et c'est ça qui est grave, c'est qu'on bourre le crâne de gens qui ont un vide intersidéral entre leurs deux hémisphères, et voilà qu'on aboutit. Alors, on va tout de même leur accorder ce crédit-là. Peut-être le seul piège dans lequel ils seront tombés, c'est la politisation. Et ce ne sont pas seulement ces manifestants, en tout cas, qui se sont rendus, qui se sont opposés à cet événement. Il y a également eu des politiques, puisqu'il faut le rappeler, tout est parti de cette fameuse conseillère de Paris. C'est ça qui a eu... Aujourd'hui, l'extrême gauche et une partie de la gauche et une partie des députés socialistes, puisque certains députés, y compris socialistes, financent le BDS, alors que c'est interdit par la loi. Le boycott est interdit par la loi française. Aujourd'hui, il y a certains députés socialistes et d'extrême gauche qui financent le boycott d'Israël. Ces gens-là, comme ça a été dit, c'est le nouvel antisémitisme. Ça aurait été un événement ridicule si jamais il n'y a pas 2 ans et demi à Toulouse, la famille Sandler, et il y a un petit clin d'œil aujourd'hui, c'est que Eva Sandler va se remarier ce soir, après avoir perdu ses 2 enfants et son mari. Par cette haine des enfants, lorsque Mera a tué à Toulouse, il a rappelé ce qui se passait en Israël. Lorsque Koulibaly, lorsque Nemouche ont tué, ont assassiné, ils ont pris ça comme prétexte. Et ces politiques ont une responsabilité. Ces mêmes politiques ont été à des manifestations où on a crié mort aux Juifs. Et quand il y a un certain Bachelet aujourd'hui qui parle d'apartheid, alors qu'au Tibet, alors que dans des parties du monde, il y a des dizaines et des dizaines de conflits territoriaux, personne ne dit rien sur
la Chine. Personne ne dit rien sur ce qui se passe en Turquie. Vous dites que ça fait partie d'une politique de boycott plus globale. Vous qui êtes spécialiste de la communication, est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité d'Israël, un problème de communication de la part d'Israël, puisque tous ceux qui ne critiquent Israël ne sont pas des ignorants? Non, alors, il faut dire qu'Israël, pendant des années, a perdu une bataille, la bataille des images. Et pendant très longtemps, ils l'ont perdue parce qu'ils n'ont pas mené cette bataille. Israël a toujours dit que ce n'était pas leur problème, que la presse, vous savez ce qu'ils en font, que les images, ce n'est pas leur problème. Eux, c'est la réalité, c'est ici et maintenant. On pouvait le comprendre à une certaine époque. Malheureusement, l'autre camp, depuis Arafat et tous ses amis, ont compris que justement il y avait un boulevard dans lequel se sont engouffrés non seulement les dirigeants palestiniens, aidés par des médias européens, pour ne pas dire français, on les connaît, parce qu'à France Télévisions, à France 2, ils étaient quand même de mèche sur le terrain. Charles Anderlin, qui est ici, a participé quand même à des manipulations extraordinaires. Donc tout cela, ça a participé à une guerre finalement où il y avait un camp qui tapait sur l'autre et l'autre qui ne répondait pas. Donc oui, Israël a fait une grave erreur de minimiser et de ne pas considérer que cette guerre des images allait finalement créer mais dans le monde entier aujourd'hui, des gens répètent des idioties, répètent des inepties. On oublie actuellement qu'on a brûlé des gens vivants, qu'on a noyé entre musulmans des personnes vivantes, qu'on viole des millions, 300 000 morts chez les djihadistes. Tout le monde oublie. On a coupé des têtes chez nous, en France, dans l'Isère, en France. En France, une malheureuse, Aurélie Châtelain, a été retrouvée morte. On ne sait même pas pourquoi. Tout le monde a oublié. Non. Israël. Il n'y a que ça qui nous... Et malgré tout, remarquez, tout le monde est en train d'oublier. C'est un scandale. On boycotte les produits, non seulement d'Israël, les produits cachers en France. Un ancien député communiste, Lefort, a appelé à boycotter un produit des feuilles de briques, en l'occurrence fabriquées à Gennevilliers, en France. C'est ça le scandale. C'est ça la haine du juif et c'est ça la haine d'Israël. On va en parler dans quelques instants. Je voudrais qu'on écoute ces participants qui ont donc vécu l'événement aujourd'hui. Qu'ont-ils pensé de la polémique? Tour d'horizon sur place. Il y a 50 visiteurs pour 500 journalistes. Il y a une hystérie médiatique autour d'un événement culturel. Cela fait partie du dispositif de propagande israélien que d'essayer de montrer un Israël autre que les bombes, les soldats, les checkpoints, etc. etc. C'est une animation comme une autre. Au bout de tant d'années, on peut mettre des pays, c'est très bien. La France, c'est comme ça, c'est tous les pays. Aujourd'hui, on est venu pacifiquement pour exprimer simplement un mécontentement et par rapport à un événement qui, pour moi, c'est pas qu'il n'a pas lieu d'être. Il a lieu d'être, au contraire, mais sous une autre appellation. C'est un peu symptomatique, ça montre aujourd'hui que pour une partie de la population française qui veut juste sortir, qui veut juste aller s'asseoir sur un transat, on est obligé de barrer 3 rues, de mettre 300 policiers, 400 policiers, je sais pas combien il y en a, pour fermer, contrôler les gens. On n'est pas des racistes, mais il faut voir de l'autre côté les enfants palestiniens qui meurent comme ça, ça me choque vraiment. Et il n'y a personne qui parle d'eux. J'ai l'impression d'être à la Croisette, si vous voulez, parce que, pas à Tel Aviv, mais à la Croisette, puisqu'il y a plus de journalistes que de visiteurs. Voilà, c'est une incompréhension. Comment on peut venir faire la promotion d'un pays, d'une ville qui pratique l'apartheid, qui pratique le racisme d'État? Mais par contre, là, je pense qu'on s'est fait avoir. Beaucoup de gens ici des banlieues qui votaient à gauche vont s'en rappeler. C'est la réalité aujourd'hui de la communauté juive en France. Voilà. Franck Lapierrot, je voudrais qu'on revienne sur l'origine de cette polémique, puisqu'il ne faut pas oublier qu'elle est partie des réseaux sociaux. C'est là que la sauce est montée, finalement, qu'on est parti dans un événement et puis la polémique a enflé. On a l'impression qu'aujourd'hui, dans cette guerre de la communication, les réseaux sociaux, ce sont eux qui dictent l'agenda. Oui, mais encore une fois, il y aurait cette guerre, bien entendu, menée dans les réseaux sociaux ne serait pas aussi forte, peut-être si le contrepoint et le contre-courant étaient peut-être beaucoup plus réactifs. Et je pense qu'encore une fois, l'État d'Israël, dans le monde entier, s'organise avec quelques associations, avec leurs ambassades, pour essayer de faire un contre-feu. Il n'est pas assez fort, parce qu'en face, c'est extrêmement simple. On sort des inepties incroyables, mais qui ont pour but de taper exactement là où ça fait mal, de susciter une grande émotion. On parle tout à l'heure d'enfants. Alors ça, c'est extraordinaire. La dame parle des enfants palestiniens. On a l'impression qu'en fait, les territoires dits occupés sont peuplés d'enfants. Contestés. Voilà, contestés. Sont peuplés d'enfants. Et qu'il n'y a que des enfants assassinés. Et que quand ces enfants sont assassinés, ils sont... Enfin, de quoi on parle? Encore une fois, on est dans le fantasme le plus absolu. C'est même plus du mensonge. C'est surréaliste. C'est dans le fantasme complètement manipulé,
menée depuis des années, alors que ces enfants, moi je vais lui répondre à cette dame, c'est par hasard, elle nous écoute, ces enfants quand ils sont blessés, quand ils ont un problème, qui les soigne? Où ils sont soignés? Dans les hôpitaux israéliens, par des médecins, des chirurgiens, des spécialistes israéliens. Et les parents sont ravis de venir avec leurs enfants parce qu'ils savent qu'ils vont... Les victimes collatérales palestiniennes, il y en a quand même. Les victimes collatérales palestiniennes, il y en a. Mais l'apartheid, ça veut dire refuser même le soin des enfants. Vous savez ce que c'est? Il n'y a pas de guerre propre. Enfin, ça veut dire quoi? Ce pays a quand même été il y a un an. Il a été 3 semaines. Moi, demain, je vais dire quelque chose. C'est tellement facile. Je voudrais qu'on s'attarde là-dessus. Cette importation du conflit israélo-palestinien en France, dès qu'on prononce le mot Israël, dès qu'il se passe quelque chose ici, il y a des répercussions en France. Comment est-ce que vous l'expliquez que ce soit à ce point aussi sensible? C'est un véritable scandale, c'est une véritable honte. Actuellement, j'étais vice-président de la commission de lutte contre le djihadisme à l'Assemblée. On a près de 4000 djihadistes qui sont en herbe, qui vont revenir en France, avec une idéologie qui est terrifiante, qui veulent la fin du monde. Mais ces gens-là ne s'occupent pas de ça, ils ne s'occupent que d'un seul conflit. Israël, depuis sa création, depuis 1948, elle a accepté toutes les frontières qu'on lui a données. Tous les pays arabes qui étaient autour voulaient détruire Israël. Elles se défendent. Il y a un an, on parle de sa guerre de Gaza. Pendant 3 semaines, le gouvernement de Netanyahou n'a pas répondu. Et les civils, et Tel Aviv, et Ashdod étaient bombardés. Et évidemment, il n'y a jamais de guerre propre. Et les images d'enfants palestiniens qui meurent font du mal pour tout le monde. Un enfant est un enfant. Tout le monde rêve de la paix. Entre arabes, juifs, palestiniens, les chrétiens, j'en parlais tout à l'heure, n'existent plus dans cette région du monde. Ça n'intéresse personne. Aujourd'hui, ils ont réussi, eux, au niveau médiatique, à faire en sorte, à intoxiquer les gens, à dire que ce conflit, la Palestine, c'est le conflit numéro 1 et que ça va résoudre tous les conflits. C'est une faute grave. Lorsqu'on parle du gouvernement brutal de l'État d'Israël, là aussi, y compris de la part de socialistes, ce gouvernement a été élu... Netanyahou a été élu pour la 4e fois, de façon démocratique, par une écrasante majorité des Israéliens. Il faut croire, parce que j'ai confiance aux Israéliens, c'est une vraie démocratie. Ils savent ce qu'ils font. Croyez-moi, Netanyahou, que je vois demain matin, est quelqu'un qui veut la paix, qui même près des concessions douloureuses pour la paix. Il n'est pas après 70 ans après la Shoah, il n'est pas prêt à amener le peuple juif au suicide. Or, aujourd'hui, ces gens-là, comme les Iraniens aujourd'hui, qui veulent détruire, rayer Israël de la carte, comme tous ces djihadistes ne veulent pas, je le disais tout à l'heure, aucun État palestinien à côté de l'État d'Israël. Ils veulent, à la place, ils vous le disent, Jaffa, Tel Aviv, pour eux, c'est la Palestine. C'est ça le fond de la question, et nous, on tombe dans le piège. On ferait mieux de se préoccuper aujourd'hui du djihadisme rampant. Je ne suis pas simplement inquiet pour les Français juifs, je suis inquiet pour la France. Aujourd'hui, toutes les écoles juives sont devenues des bunkers. On ne peut plus se balader normalement dans Paris. Aujourd'hui, un événement festif qui célèbre la paix, la fraternité entre les peuples, est devenu police sur scène. C'est scandaleux, c'est dramatique, et c'est tellement décevant. Et il y a une responsabilité de la part des politiques, surtout à gauche. Comment vous jugez la réaction des autorités? Mais je vais vous dire ce qui est en train de se passer. L'extrême droite, depuis des années, a été diabolisée. Elle n'est pas politiquement correcte. Mais l'extrême gauche, aujourd'hui, est politiquement correcte. Et aujourd'hui, pour moi, l'antisionisme, c'est le nouvel... Vous le rappeliez tout à l'heure, c'est le nouvel antisémitisme. Personne ne le dit, c'est la réalité des choses. Tous ces mouvements d'extrême gauche aujourd'hui ont une responsabilité directe lorsque des enfants à Toulouse, des enfants à Hypercacher ou des enfants partout juifs parce que sont tués parce que juifs. Il serait temps un peu d'ouvrir les yeux et j'attends d'ailleurs la reprise des parlementaires. J'ai quelques questions à poser à ce sujet au gouvernement. Une politique d'apaisement du côté de la mairie de Paris. Oui, mais en France, ça fait des années que l'importation s'est faite pour une raison assez grave. En fait, on a fait croire aux arabo-musulmans français qu'en fait, ils étaient l'équivalent des Palestiniens des territoires occupés et qu'ils vivaient une forme d'exclusion, et je le dis, je pèse mes mots et je sais de quoi je parle, à cause des Juifs de France. Pourquoi les Juifs? C'est l'argent. Je parle de tous les fantasmes. Hein. L'argent, le capital, l'insertion, l'exemplarité, une forme de conscience, etc. Et donc, ils ont transposé. C'est extrêmement simple. Ils ont dit, voilà, ce qui se passe en France, votre exclusion, vous avez été mis au banc, le mot banlieue vient de ça, être mis au banc, c'est exactement ce que vivent aujourd'hui vos frères gazaouis. Ils ne savent même pas qui ils sont. Ils n'en connaissent pas un Gazaoui ni un Palestinien. Mais par transposition symbolique, ils disent voilà, mais en fait, on veut exactement nous faire la même chose. On nous met en dehors, dans un Gaza, donc les banlieues, ce qu'on appelle les quartiers aujourd'hui, les checkpoints pour y rentrer. On n'a pas le droit d'avoir, nous aussi, un boulot. On n'a pas le droit d'être inséré. On n'a pas le droit d'être intégré. Et on vit cette transposition depuis plus d'une vingtaine d'années. Parce que l'échec de la France sur ce modèle d'intégration qui nous a fait tellement écrire et parler dans le monde entier en donnant des leçons aux Américains avec leur politique de ghettoisation, n'empêche qu'aujourd'hui à la Maison-Blanche, eh ben oui, ils ont un métis, enfin un blight, parce qu'il est mi-black, mi-white. Eux au moins ils en ont un. Avant qu'il y ait
pas un Gazaoui, mais avant qu'il y ait un arabo-musulman à la Maison-Blanche française, à l'Élysée, on peut attendre encore au moins un siècle. Donc arrêtons de donner des leçons et regardons aujourd'hui comment on importe. On importe parce que par le déni et par une volonté justement de passer à côté de la force politique, parce qu'il faut du courage en politique. Il n'y a plus de courage politique en France. Voilà pourquoi aujourd'hui, on va vers des... exactement comme on le faisait avant la guerre, on cherche des boucs émissaires pour montrer, mais c'est pas notre faute, regardez, c'est un système. Ce n'est que par rapport à ça. Je voudrais vous dire, j'écris une lettre il y a 2 jours que je vais publier demain au président de la République, parce que pendant des années, la France a été en première ligne pour faire en sorte que l'Iran ne soit pas nucléaire. L'Iran est un pays qui veut détruire Israël, qui dit qu'il veut rayer Israël de la carte. Or, il y a une semaine dernière, il y a une invitation officielle du président de la République et du ministre des Affaires étrangères pour inviter le président iranien à Paris. Alors que c'est un pays où on a tué 1000 personnes uniquement en 2015. Ouais. Alors qu'en 2015, alors qu'on a célébré il y a quelques jours l'événement tragique du Veldiv, ils ont fait un concours de caricatures sur la Shoah en Iran. Alors que c'est un pays qui pend ses homosexuels, qui lapide ces femmes adultères, 880 condamnations à mort. Et nous allons inviter à Paris, où sont les manifestants qui sont en train de manifester pour dire que... Alors, tout le monde souhaite un accord. C'est bien qu'il y ait un accord. Un bon accord, c'est un accord où l'Iran ne sera jamais nucléaire. Tous les spécialistes disent, c'est évidemment pas Paris-sur-Seine, mais c'est au moins aussi dramatique. Et il n'y a personne, ça n'intéresse personne. L'Iran n'intéresse personne. On a l'impression d'avoir eu la paix. Un État islamique qui a inventé le djihad, qui s'appelle l'Iran, le premier qui a parlé de califat noir, c'est l'ayatollah Khomeini, et qui va avoir la bombe nucléaire, et dont le président va être invité à Paris, et tout le monde pense qu'on est arrivé à un bon accord. C'est ça, qu'est-ce qui est en train de se passer? Le problème numéro 1 dans l'humanité. On a oublié qu'on a eu les tours jumelles en 2001, où on a détruit 2 tours à New York, et depuis, le djihadisme ne cesse d'augmenter, ne cesse de frapper, ne cesse de tuer, qui n'a rien à voir avec les musulmans modérés avec qui nous vivons, chez qui nos parents ont vécu. Mais aujourd'hui, le drame, c'est le djihadisme qui touche avant tout les musulmans. On voit ce qui s'est passé aujourd'hui en Tunisie. Ça n'intéresse personne. Les gens, comme aujourd'hui, sont obsédés, c'est une obsession intellectuelle terrible. Israël. Ça passe également par l'éducation, la lutte contre ces clichés, contre cette transposition. Et oui, mais quand on voit l'éducation, je ne parle même pas de l'éducation dans les territoires occupés, puisqu'on sait très bien que depuis leur jeune enfance, vous savez, quand on voit des dessins animés, on apprend à étrangler, à égorger des juifs. Non mais je vous parle de ça, pourquoi? Parce que ce modèle-là, quand il arrive en France, et que vous avez le jour de la commémoration de la minute de silence au mois de janvier, des jeunes qui n'ont pas voulu se lever, des jeunes écoliers de 8 ans, 12 ans, 13 ans, et qu'on dit oui, mais c'est normal, ce n'est pas un scandale. Mais on est bien au-delà du scandale. On est encore une fois dans le championnat du monde du déni. La France est vraiment championne du monde, toute catégorie du déni. Évidemment que c'est grave, évidemment que ça passe par l'éducation, évidemment qu'à partir de 8 ans, en général, on dit, quand c'est pas rentré dans la tête d'un enfant à 8 ans, c'est déjà trop tard. Bien entendu, mais comment voulez-vous, dans une politique française aujourd'hui, qui est dans le refus de voir la vérité, dans le déni le plus absolu, et dans l'absence totale de courage politique, parce que le politiquement correct, ça, on sait le faire, mais la vraie politique, celle des décisions qui ne se prennent pas à votre place, celle vraiment de la vision, d'une volonté politique, elle n'existe plus en France. Voilà pourquoi l'éducation, mais pas que là-dessus, dans tous les domaines. On a cru qu'on avait le meilleur système éducatif du monde. On sait très bien qu'il est à la ramasse par rapport à tous les autres pays en Europe et dans le monde. Et encore une fois, il va falloir qu'on arrive au bout du bout, pour s'en rendre compte. Et... On est très loin de cela. Bien entendu, très loin. Alors on va revenir à Tel Aviv-sur-Seine, ou plutôt à Tel Aviv tout court, puisque aujourd'hui, face à cette polémique suscitée par l'événement, des touristes, des ressortissants français se sont rassemblés à la plage de Tel Aviv, devant l'ambassade de France. Un rassemblement donc de soutien à Tel Aviv-sur-Seine. Léa Berdugo était sur place. On a assisté à un rassemblement plutôt festif. Alors ce n'était pas Tel Aviv ni Gaza-sur-Seine, mais plutôt Paris à Tel Aviv. En effet, des dizaines de Français étaient présents ici. Ils brandissaient des drapeaux tricolores, mais également des drapeaux israéliens. Leur but, soutenir la manifestation organisée à Paris, à savoir Tel Aviv-sur-Seine. Alors selon eux, la polémique n'avait pas lieu d'être, puisque c'était un événement uniquement culturel, social et non politique. Alors certains ont tout de même profiter de cette manifestation pour défendre le gouvernement Netanyahou, ce qui n'était pas le cas de tout le monde. Je vous propose d'écouter quelques réactions. Cette polémique est d'autant plus injustifiée, dans la mesure où Tel Aviv est une ville ouverte,
ouverte à toutes les tendances. Et je ne comprends pas qu'on puisse... malheureusement, on est habitué à ce genre de polémique. Et c'est déplorable. Ce qui se passe en France, c'est totalement minoritaire. C'est un groupuscule d'extrémistes qui essayent de faire monter des polémiques. Et voilà, en fait, il y a une grande partie des Français qui ne pensent pas de la même façon. J'ai entendu parler de cette polémique que je trouve absolument totalement infondée, qu'il n'y a pas de lieu d'être. C'était purement festif. Il y a eu Paris-Corse, Paris-Brésil, Paris-Maldives, je crois, la Malaisie. Enfin bon, ça gênait absolument personne, parce que vraiment Tel Aviv-sur-Seine, il n'y avait rien de polémique. On peut parfaitement critiquer le gouvernement Netanyahou, tout à fait normal, et parfois légitime, mais en aucun cas amalgamer tout ça. Voilà, on a défendu l'événement depuis Tel Aviv, mais à quelques mètres de Tel Aviv-sur-Seine, un contre-événement a été organisé. Gaza-Plage, des militants pro-palestiniens se sont donc rassemblés pour s'opposer à l'initiative de la mairie de Paris. Nous sommes en ligne avec Logan Shafir qui a assisté à l'événement. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'il a mobilisé à ce contre-événement ? Alors écoutez, moi je suis resté sur place de 10h30 à 13h30 au niveau de l'accès à Tel Aviv-sur-Seine. Et tout ce que j'ai vu, c'est deux petits groupes de moins d'une dizaine de personnes, sans forcément faire plus, et qui parlaient plus à des journalistes. Qui parlaient donc plus à des journalistes. On a dit qu'il y avait d'ailleurs plus de journalistes et de policiers que de participants. Est-ce que c'était vraiment le cas ? Alors c'était le cas. Moi, quand je suis arrivé à 10h30, je vous dis, il y avait un peu moins d'une quinzaine, on va dire, de militants pro-palestiniens au niveau de l'accès à Tel Aviv-sur-Seine, pas au niveau de Gaza-Plage. Il y avait des voitures, des camions de CRS et de policiers partout, des journalistes partout, et je vous dis juste une quinzaine de militants, qui comparaient d'ailleurs la sécurité d'accès à la plage, c'est-à-dire juste contrôler les sacs à des checkpoints militaires de territoires occupés, etc. Alors quels sont les arguments de ces pro-palestiniens ? Vous les avez approchés ? Alors je les ai écoutés, puisque j'étais plus là pour observer. Leurs arguments, c'est donc il y a un an, on a tué des bébés, enfin Tsahal a tué des bébés sur les plages de Gaza, et aujourd'hui, donc on fait la même chose sur le sang des Palestiniens à Paris. On va dire que c'est quasiment Paris aujourd'hui était occupé par Israël, avec des checkpoints de sécurité comparables à ceux de Tsahal dans les territoires occupés. Aujourd'hui, moi j'ai entendu un élu, il était juste à côté de moi, un élu de gauche ceint de sa ceinture tricolore, qui a texto dit de toute façon c'est pas étonnant, à Tel Aviv-sur-Seine, c'est là qu'il y a le plus gros rassemblement de sionards. Texto. Merci beaucoup pour ces précisions. Logan Shafir qui a donc participé à cet événement Gaza-Plage. Meir Habik, Franck Tapie-Rojon, merci d'avoir participé à ce débat donc consacré à cet événement Tel Aviv-sur-Seine. Plus de peur que de mal puisque pas d'incident majeur a été constaté aujourd'hui malgré cette polémique qui a enflé au cours de ces derniers jours. Je vous retrouve dans quelques instants dans le Grand Direct sur i24. Il sera question notamment de cet accord majeur sur le gaz naturel qu'a conclu Israël. C'est le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui l'a annoncé aujourd'hui. On parlera de la portée de cet accord. À qui va-t-il profiter ? Analyse à suivre dans quelques instants. Restez avec nous, je vous retrouve dans une poignée de secondes. Tel Aviv-sur-Seine d'un côté, Gaza-Plage de l'autre, alors que la mairie de Paris met à l'honneur la ville de Tel Aviv aujourd'hui dans le cadre de Paris-Plage. Un contre-événement a été organisé par des pro-palestiniens. Scène d'apocalypse à Tianjin après l'explosion d'un entrepôt. Bilan provisoire, 50 morts et 700 blessés. Toujours pas d'explication sur les origines de l'explosion. La crainte d'une contamination chimique est dans tous les esprits en Chine. Et puis signature d'un accord majeur sur le gaz en Israël. Il va rapporter des centaines de milliards de shekels selon le Premier ministre Netanyahou. Une manne dont les Israéliens espèrent bien profiter. De retour sur le plateau d'i24 News, bienvenue à vous. Je vous l'annonçais en titre, Israël conclut un accord majeur sur le gaz naturel. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord entre son gouvernement et un consortium comprenant l'américain Noble Energy sur l'exploitation des réserves israéliennes de gaz naturel en Méditerranée. Alors en Israël, les habitants espèrent des retombées positives pour leur quotidien. On en parle dans un instant avec monsieur l'ambassadeur, ancien diplomate Avi Pazner, juste après ce sujet. Il est signé Joseph Emmanuel. C'est un accord majeur
que vient de conclure Israël, un accord sur le gaz naturel. Le Premier ministre israélien l'a annoncé ce jeudi et c'est la conclusion de longs mois de négociations entre son gouvernement et un consortium comprenant l'américain Noble Energy, un accord de plusieurs milliards de dollars. Je remercie le ministre de l'Énergie pour cet accord qui va rapporter des centaines de milliards aux Israéliens dans les années à venir. Des milliards de dollars pour enfin peut-être répondre aux exigences des Israéliens sur la vie chère. Je vais montrer cet accord à mon gouvernement dimanche. Je suis certain que nous allons le faire passer à une grande majorité. Et ainsi, nous allons contribuer à la réduction du coût de la vie pour les citoyens israéliens. C'est en 2010 qu'Israël découvre 2 importants champs gaziers en Méditerranée, à 130 km de ses côtes. Les enjeux sont multiples, économiques, géopolitiques. Le Liban, Chypre ou même Gaza revendiquent la propriété. Mais les enjeux sont surtout internes. Les 238 milliards de mètres cubes des 2 champs gaziers offriront à Israël une indépendance énergétique, mais également des possibles effets secondaires. Nombreux sont les pays d'Afrique et du Moyen-Orient à avoir été touchés par ce que les économistes appellent la maladie hollandaise. Du fait d'immenses réserves de pétrole ou de gaz, la devise dévalue, les secteurs exportateurs sont laminés, la corruption et le clientélisme se développent à vitesse grand V face à la manne que représente cet argent facile. Mais le gouvernement israélien se dit conscient des dangers et il espère au contraire inverser le phénomène de la maladie hollandaise pour non seulement utiliser son propre gaz, mais également le vendre. Si le Moyen-Orient ne manque ni de gaz ni de pétrole, il ne manque pas non plus d'ironie. L'Égypte, qui jusqu'à présent a été le principal fournisseur en gaz d'Israël, se dit très intéressée par l'achat du gaz israélien, mais dans cette nouvelle équation, l'Égypte devra faire face à une variable d'ajustement pas si simple à ajuster, le refus absolu de son opinion publique de commercer avec Israël. Et on en parle donc avec vous, Aïb Pazner. Bonsoir. Bonsoir Daniel. Ancien diplomate israélien, c'est une bonne nouvelle cet accord? Une excellente nouvelle, c'est une nouvelle que nous attendons depuis 67 ans. On cherche chez nous du pétrole, du gaz depuis la création de l'État d'Israël, on l'a trouvé et maintenant il y a un plan pour en profiter. Je crois que c'est important que le plan soit bien balancé, car il y a premièrement l'intérêt du public israélien, l'intérêt du pays. Cela prime tout. Et je crois que ce plan sauvegarde les intérêts du pays, du public israélien, tout en sauvegardant aussi les intérêts du gouvernement israélien, qui va collecter des centaines de milliards de taxes en shekels, et aussi les investisseurs qui ont pris le risque de mettre des milliards littéralement dans la mer et maintenant vont pouvoir profiter aussi et qui vont peut-être apporter d'autres investisseurs. Parce que le gaz, ce n'est pas encore fini. On a découvert ça en 2008, 2009, 2010, 2011. Il peut y avoir d'autres découvertes. Okay? Nous sommes devenus une grande puissance énergétique pour la première fois, après être devenus une grande puissance technologique. Et là, on a eu de la chance. Tout à l'heure, votre documentaire parlait de cette maladie hollandaise, okay, de ceux qui ont l'argent facile. Alors je peux dire peut-être heureusement, nous avons dû travailler autre chose. Nous avons développé... matière grise. Voilà, la matière grise à travailler. Et puis, comme récompense, maintenant, nous avons le gaz. Voilà, dans le sens inverse, en tout cas, c'est un accord quand même qui avait suscité une grande polémique. En Israël, l'opposition affirmait qu'elle allait plutôt profiter aux dirigeants des sociétés de forage et non pas aux Israéliens. Est-ce qu'on est sûr que ces recettes fiscales vont changer le quotidien des Israéliens au jour le jour? Vous savez, Daniel, quand il s'agit d'un sujet aussi énorme, de tellement d'argent, bien sûr qu'il y a polémique. C'est normal. Premièrement, il y a aussi une polémique politique, évidemment. La gauche, qui à l'opposition, maintenant dit on ne fait pas assez on ne prend pas assez d'impôts pour améliorer le sort du peuple. La droite extrême dit il faudrait profiter plus. Donc, mais je crois que le gouvernement a trouvé la voie qui peut-être n'est pas 100%, peut-être qu'il n'y a pas ici de voie à 100% dans une affaire aussi grosse, avec un potentiel grandiose. C'est-à-dire que si nous nous mettons d'accord avec les pays limitrophes, l'Égypte, Chypre, peut-être d'autres pays, peut-être la Turquie un jour quand nous aurons amélioré nos relations, nous pouvons devenir ici un centre extrêmement important à l'échelle mondiale. Ça peut avoir des incidences politiques, diplomatiques en tout cas?
Eh bien, écoutez, je ne vois que les bénéfices. Parce que si nous commençons, mettons, dans 4-5 ans, à exporter notre gaz vers l'Europe, je ne parle même pas exporter le gaz vers l'Égypte, ce qui serait formidable, vers la Jordanie, à l'autorité palestinienne, pourquoi pas. Mais vers l'Europe, Israël devient un facteur important. C'est-à-dire qu'il faudra aussi prendre conscience du fait qu'Israël est une puissance énergétique. Pas seulement une puissance militaire, nous sommes une puissance militaire. Pas seulement une puissance technologique, mais aussi une puissance énergétique. Cela hausse le niveau d'importance d'Israël. À long terme, je ne vous parle pas de l'année prochaine, je vous parle dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, lorsque nous aurons ouvert les voies vers l'Europe, par Chypre, par la Grèce peut-être, là aussi. Vous savez que le Premier ministre s'est rendu à Chypre. L'unique sujet, c'était le gaz, ok? C'est de première importance. Merci beaucoup, Avi Pazner, pour ce décryptage. Il y a tout juste 10 ans, Israël se désengageait du Gush Katif à Gaza. 8000 personnes sont alors expulsées. Pour ces familles qui ont dû quitter leur maison, la cicatrice est encore ouverte. Aujourd'hui, elle dénonce le manque de prise en charge par les autorités israéliennes. Joseph Emmanuel a rencontré l'une d'entre elles. Il se souvient, comme si c'était hier, de ce 15 août 2005. Plusieurs soldats israéliens frappent à sa porte. Il lui signifie qu'il doit quitter sa maison. C'est un immense traumatisme pour nous, car l'évacuation a été faite par nos propres soldats. Yehuda et sa famille font partie des 8000 Israéliens qui vivent dans des implantations juives à Gaza, ce qu'ils appellent le Gush Katif. Ils seront évacués par l'armée israélienne. Nous avons très mal vécu ce moment, car nous avons grandi en pensant que Tsahal est l'armée du peuple, et que tout le pays était derrière nous. Que nous étions en quelque sorte les ambassadeurs d'Israël dans une de ces facettes compliquées, avec des attaques terroristes continuelles, et finalement, on a reçu une grande claque. Israël occupe la bande de Gaza suite à la guerre des 6 jours en 1967, une bande de 40 km sur 10, sous administration égyptienne depuis 1948. 21 implantations israéliennes y ont été établies, entourées par des centaines de milliers de Palestiniens hostiles à l'existence même d'Israël. Au fil des ans, tous les gouvernements israéliens ont encouragé au développement de ces implantations. Mais tout change en 2003. Ariel Sharon annonce sa volonté de retirer toute présence juive de l'enclave. Les pourparlers de paix entre Israéliens et Palestiniens sont alors au point mort. Mais pour les habitants juifs de Gaza, ce désengagement n'a été qu'une brutale expulsion. Il a laissé une cicatrice qui restera à jamais. Orit est aujourd'hui guide dans le Gush Katif. Elle était agricultrice. 10 ans après l'expulsion, sa colère contre les autorités israéliennes est toujours là. Elle affirme qu'ils ont été abandonnés et qu'ils n'ont pas reçu de compensation à la hauteur du traumatisme. Elle affirme que ce désengagement a aussi été néfaste pour de nombreux Palestiniens. Chaque jour, plus de 400 Arabes venaient travailler chez nous. Eux ne voulaient pas nous laisser partir. Ils savaient qu'ils n'auraient plus aucun revenu après notre départ. Dans cette petite ville de Nitzan, à quelques kilomètres de la bande de Gaza, vivent désormais beaucoup d'habitants du Gush Katif. Ils ont même construit un musée pour rappeler au monde ce qu'était la présence juive à Gaza. Aujourd'hui, Yehuda a une nouvelle quincaillerie, mais il a toujours des difficultés avec les autorités. Mais en fait, rien n'a bougé. Quelques années plus tard, les autorités se réveillent et me signifient que j'ai construit mon atelier sans autorisation. Mais ils ne me donnent aucune autre solution. Plus de 10 ans après l'évacuation de Gaza, beaucoup n'arrivent toujours pas à s'habituer à leur nouvelle vie. Le traumatisme est toujours là et ils sont nombreux à espérer retourner un jour dans leur maison. Joseph Emmanuel pour i24 News. En bref, cette visite en Turquie d'une délégation du Hamas avec à sa tête le chef du bureau politique de l'organisation Khaled Meshaali s'est entretenu avec le Premier ministre Ahmed Davutoglu. Il s'agit pour le leader palestinien d'asseoir sa légitimité au sein de la communauté internationale et de renforcer les relations avec l'allié turc. Le Hamas a récemment démenti des informations qui avaient été relayées par les médias israéliens et qui affirmaient que la Turquie avait expulsé Salah al-Harouri, un haut responsable du Hamas qui se
selon Israël, est en charge de la formation des cellules terroristes en Cisjordanie. Et dans ce contexte, on apprend que des responsables du Hamas ont annoncé aujourd'hui qu'ils avaient informé des dirigeants du Fatah sur les récents efforts pour parvenir à un cessez-le-feu avec Israël. On en parle avec vous, Dror Ben-Sapir. Bonsoir. C'est des informations à prendre au sérieux. Il y a véritablement des pourparlers entre Israël et le Hamas ? Indirect, mais on en parle déjà depuis plusieurs mois, et des pourparlers qui porteraient sur l'instauration d'une trêve sur le long, voire sur le très long terme entre le Hamas et Israël. Ce qui est nouveau dans les informations dont vous nous avez fait part, Daniel, c'est que le Hamas en parle tout à fait officiellement et affirme qu'il met au courant les autres factions palestiniennes, notamment le Fatah, le parti de Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, dont on sait qu'il voit d'un très mauvais œil ces négociations indirectes entre Israël et le Hamas. Il craint d'être dépassé, il craint d'être mis sur la touche. Il a peut-être de bonnes raisons de le craindre. Et puis peut-être qu'on en sait un petit peu plus aujourd'hui sur les contours de ce qui pourrait être un accord sur une trêve sur le long terme. Israël lèverait le blocus autour de la bande de Gaza. Il est question de la formation d'un couloir maritime entre Chypre et la bande de Gaza par lequel passeraient des éventuelles marchandises. Couloir maritime qui serait tout de même contrôlé par Israël indirectement, et en échange de quoi le Hamas s'engagerait à cesser ses activités terroristes, bien évidemment, à cesser de creuser ces fameux tunnels terroristes, ces tunnels souterrains par lesquels transitaient des cellules terroristes du Hamas vers Israël. On en a eu plusieurs exemples l'an dernier au cours de l'opération Bordure Protectrice. Ce qui est nouveau également, c'est l'implication d'un certain Tony Blair. Tony Blair, ancien représentant du Quartet international pour la paix au Proche-Orient, qui a rencontré à 2 reprises le numéro 1 du Hamas, qu'on vient de voir, Khaled Meshal. Elle est surprenante, cette implication. Oui, surprenante à plus d'un titre, parce que d'une part, Tony Blair n'a plus de fonction officielle, et il n'est plus le représentant du Quartet international au Moyen-Orient. Deuxième aspect surprenant, Tony Blair, les positions de Tony Blair, on les connaît, elles sont beaucoup plus proche de celle d'Israël que de celle du Hamas. Il a été très ferme contre le Hamas, contre les frères musulmans en Égypte. Donc, a priori, c'est pas la meilleure personne placée pour prendre langue avec des représentants et des dirigeants d'une organisation qu'il considère lui-même, et à juste titre, comme étant une organisation terroriste. Et puis troisième point, peut-être concernant Tony Blair, et le Hamas est une organisation reconnue comme étant une organisation terroriste par l'Union européenne. Tony Blair est tout de même l'ancien Premier ministre d'une des principales puissances de cette Union. Et ça acquiert donc des légitimités, ça donne une légitimité au Hamas. Est-ce qu'on peut concevoir aujourd'hui que les Israéliens et le Hamas parviennent à s'entendre un an après l'opération Bordure Protectrice ? Mais pendant un an, il s'est passé beaucoup de choses. Et la principale nouveauté dans la bande de Gaza, Daniel, c'est l'émergence de groupes djihadistes d'inspiration salafiste dans la bande de Gaza qui inquiètent Israël, mais qui inquiètent aussi le Hamas. C'est ça le paradoxe, c'est qu'on a un ennemi commun. Israël et le Hamas, ça peut sembler tout à fait paradoxal. Cet ennemi commun, d'ailleurs, il inquiète également l'Égypte, le puissant voisin du Hamas, qui ne porte pas le Hamas dans son cœur, c'est le moins qu'on puisse dire, mais tout cela crée une communion d'intérêts entre le Hamas, l'Égypte et Israël. Alors bien évidemment, on est loin d'un accord de paix à proprement parler, même de la signature d'un accord sur une trêve sur le long terme, mais ce n'est pas complètement impossible, étant donné qu'il y a cet intérêt commun, et puis il faut aussi peut-être voir au niveau régional quel est l'intérêt du Hamas, quel est le jeu d'alliance qui pourrait servir au Hamas pour qu'il maintienne son pouvoir dans la bande de Gaza. Aujourd'hui, les puissances du Golfe, par exemple, les pays du Golfe veulent tout faire pour que les Palestiniens et le Hamas ne tombent pas dans l'escarcelle de l'Iran et veulent tout faire pour que le Hamas ne se rapproche pas de son ancien allié qui est l'Iran. Donc dans ce contexte-là, on peut peut-être comprendre effectivement que la signature d'un accord sur une trêve de longue durée avec Israël n'est pas complètement une utopie. Et puis du côté israélien, les pressions internationales vont s'accélérer sur Israël. Benjamin Netanyahou le sait, et paradoxalement, pour Benjamin Netanyahou, il est peut-être plus facile de parvenir à un accord sur une trêve avec le Hamas que de parvenir à un véritable accord de paix
avec le Fatah et avec Mahmoud Abbas. Merci beaucoup, Dror Ben Sapir, pour cette analyse. On passe à présent à l'actualité internationale. Direction la Chine, où le bilan s'alourdit après les énormes explosions qui ont touché la ville de Tianjin. Les derniers chiffres font état de 50 morts et de 700 blessés. La ville a été brutalement tirée de son sommeil la nuit dernière. 2 énormes explosions suivies d'un gigantesque incendie qui ont secoué la 4e métropole du pays, où sont stockés, c'est le problème, des produits dangereux et hautement inflammables. On va se rendre sur place dans un instant, juste après ce rappel des faits. L'explosion a pris la forme d'une gigantesque boule de feu de 100 mètres de haut, selon des témoins qui décrivent une scène d'apocalypse. Et pour cause, les 2 explosions de cet entrepôt de produits inflammables avaient une magnitude équivalente à la détonation de 3 tonnes de TNT pour la première, 21 tonnes pour la seconde. Le drame meurtrier a eu lieu dans le nord de la Chine, dans la ville portuaire et industrielle de Tianjin, où des centaines d'habitants ont été blessés. Beaucoup sont en état de choc. Nous dormions à ce moment-là quand soudain nous avons entendu une explosion énorme. Dans notre dortoir, M. Song a été le premier à comprendre ce qui se passait. Après la 2e explosion, il nous a dit de sortir et de courir. Donc nous nous sommes précipités dehors ensemble et nous avons vu que tout avait déjà été démoli par les ondes de choc de l'explosion. L'onde de choc s'est propagée sur plusieurs kilomètres autour de l'entrepôt, créant d'énormes dégâts. Et plusieurs heures après les explosions, les secours bataillaient toujours pour contenir les flammes, tandis qu'une épaisse fumée noire stagnait dans les airs. Cette catastrophe s'ajoute à une longue liste d'événements similaires en Chine. La dernière en date, il y a moins d'1 mois, dans le nord de la Chine, 15 ouvriers avaient été tués lors de l'explosion d'un site illégal de stockage de feux d'artifice. Une succession de drames qui pointent le doigt sur les normes de sécurité dans les complexes industriels chinois qui ne sont pas respectés par les propriétaires qui souhaitent économiser des frais. Et on prend tout de suite la direction de Shanghai où l'on rejoint Loïc Benatar, chef d'entreprise d'une société localisée à Tianjin où a lieu l'explosion. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, selon les informations que vous avez du côté de vos employés qui sont donc situés sur le lieu de l'explosion, est-ce que l'incendie est en voie d'être maîtrisé? Alors, je vais donc faire le point avec mon équipe qui est sur place à Tianjin. Il y a toujours ce nuage de fumée qui est inquiétant. On ne sait pas de quoi il est constitué. D'autre part, il y a toujours les pompiers qui sont en train d'agir là-bas. Il y a encore de loin, il semblerait qu'il y a encore le feu. Voilà les informations qui sont données là depuis, ça fait 1 heure à peu près que je les ai eues au téléphone. Des informations qui sont précieuses, puisque les autorités chinoises sont souvent critiquées pour leur manque de transparence lorsqu'il s'agit de catastrophes. Est-ce que la censure est à l'œuvre? Disons qu'on a évidemment une seule source d'information en Chine qui est la source officielle d'information. Donc les informations, vous les avez relayées. Maintenant, évidemment, les réseaux sociaux sont très animés aujourd'hui. Les discussions au bureau et à travers la Chine sont très animées, avec des informations qui arrivent à coulisser malgré les taux de l'information, on va dire. Et c'est vrai que les chiffres sont un peu plus importants selon les informations qu'on m'aurait données. Bien sûr, tout est à prendre au conditionnel, parce que ce sont des informations qu'il faut relier sur les réseaux sociaux avec des vidéos à l'appui, avec des informations de gens qui sont sur place. C'est-à-dire que le bilan serait plus lourd que celui annoncé? Écoutez, on parle plutôt de centaines de morts. Vu la date de l'explosion, c'est clair qu'on peut s'attendre à quelque chose comme ça et des blessés. Ils sont encore en train de chercher les pompiers qui étaient en train d'intervenir. Il y a plus de 36 pompiers. Donc rien que les pompiers qui étaient sur place et juste à côté de l'accident où ont été touchés. C'était évidemment dans une zone portuaire d'entreposage de marchandises très dangereuses. Donc forcément, l'explosion, si elle a pu être causée par une partie de marchandises dangereuses, a de toute façon touché le reste de marchandises dangereuses qui ont été stockées sur place. Donc j'imagine que vous avez vu les images comme moi, les conséquences vont être très importantes. Notamment la contamination chimique. Oui, alors tout le monde est en panique ici. On se souvient un peu de ce qui s'est passé avec le nuage de Fukushima. On avait très peu d'informations pour savoir si on allait être touché par le nuage nucléaire ou pas. Là, c'est clair vous savez qu'on est à moins d'1 heure et demie de voiture de Pékin. Donc forcément, tout le monde est en train de paniquer un petit peu. Il n'y a pas d'informations qui sont données sur le nuage. Évidemment, les autorités se veulent très apaisantes. Mais je pense qu'aujourd'hui, on ne sait pas trop de quoi est constitué un genre de nuage. Les autorités ont dépêché des militaires sur place qui sont spécialisés pour essayer de déterminer les dangers qui sont sur place.
C'est vrai que mon staff, nos équipes qui sont basées dans notre bureau de Tianjin, on leur a dit de rester éloignés de cette zone-là et si les besoins sont ressentés, de rester chez eux pour travailler de chez eux parce qu'on ne veut pas prendre de risques. Merci beaucoup Loïc Bellatar en direct de Shanghai pour ce témoignage. C'est une conséquence du décès de Mollah Omar, annoncé le mois dernier. Le chef d'Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri, ancien médecin de Ben Laden, a prêté allégeance au nouveau leader des talibans, le Mollah Akhtar Mansour. L'annonce a été faite dans un message audio qui a été diffusé aujourd'hui par des sites islamistes. Et cette allégeance est apportée aux talibans au moment où le nouveau chef du groupe semble contesté au sein même de sa nébuleuse. Et puis c'est l'attentat le plus meurtrier depuis un an en Irak. Au moins 50 personnes ont été tuées aujourd'hui lors d'un attentat au camion piégé. Ça s'est passé à Bagdad. Les précisions d'Océane Nicole. Nouvelle escalade dans l'horreur. Sadr City a encore une fois été la cible des djihadistes sunnites. Un camion piégé a explosé dans un marché dans ce quartier à majorité chiite de la capitale irakienne. Plus d'une cinquantaine de personnes ont été tuées et des dizaines d'autres sont blessées. L'État islamique a revendiqué l'attaque et l'a même qualifiée d'opération bénie. Une attaque qui accentue la guerre confessionnelle entre chiites et sunnites. Une guerre qui rapproche, selon les experts, encore plus l'Irak d'une partition géographique. Une inquiétude partagée par le général Oderno, le plus gradé de l'armée américaine en Irak. Il a affirmé que c'était à la région, aux personnalités politiques ainsi qu'aux diplomates de décider d'une éventuelle partition du pays. En France, on revient sur la polémique des menus sans porc dans les réfectoires de Chalon-sur-Saône. La justice française, saisie par une association musulmane, a refusé de se prononcer sur la suppression des menus alternatifs sans porc dans les cantines de la ville. Elle estime qu'il n'y a pas d'urgence. Explication, Léa Berdugo. C'est une première victoire pour la laïcité. Sur Twitter, le maire de Chalon-sur-Saône ne cache pas son enthousiasme. Le tribunal administratif de Dijon a rejeté un référé concernant la suppression des menus de substitution sans porc dans les cantines des écoles de la ville. Cette décision conforterait donc le maire dans sa volonté de ne plus servir de menus alternatifs pour ceux qui ne mangent pas de porc. La réalité est moins tranchée. La justice a décidé de ne pas se prononcer pour l'instant, estimant qu'il n'y avait pas urgence. La raison, entre la rentrée et les vacances de la Toussaint, un seul menu contenant du porc est prévu le 15 octobre. La décision n'est donc pour l'instant ni annulée ni suspendue. Une procédure régulière sur le fond a également été engagée par la Ligue de défense judiciaire des musulmans. Pour cette association, la suppression de ces menus constitue une atteinte au droit, au respect de la liberté de culte et de conscience des enfants de Chalon-sur-Saône. Et puis toujours en France, ces chiffres sur la délinquance. À Paris, près de 100 agressions physiques sont commises chaque jour dans la capitale française. C'est ce que révèle le Figaro aujourd'hui. Ce sont les policiers qui payent un lourd tribut de ces violences. Ils sont de plus en plus victimes d'agressions. 25 cambriolages, 80 vols à la tire, 500 atteintes aux biens publics et près d'une centaine d'agressions physiques. C'est ce que recensent chaque jour les autorités de Paris. L'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales publie son rapport annuel et les violences gratuites sont en nette hausse en France. Et pour la capitale, ces violences ont même bondi de 13%. Ces agressions dites gratuites sont aussi bien commises dans la rue qu'à l'école, mais aussi au sein même de la famille. Plus 32% de cambriolage, 46% de dégradation des biens publics ou encore 41% de plus pour les vols à la tire. Seules les violences dans le cadre d'un vol ont-elles reculé de 15%. Dans ce même rapport, les viols ont augmenté de 18% en 5 ans, soit un viol déclaré toutes les 40 minutes en France. À Paris, 600 viols ont été enregistrés en 2014, mais selon l'INSEE, seuls 10% des victimes osent porter plainte. Les agressions sexuelles sur mineurs ont également augmenté de 20%, les jeunes étant la cible principale des viols. Des jeunes victimes, mais aussi agresseurs. Le dernier rapport de l'ONDRP constate en effet une forte augmentation des actes de violence perpétués par des mineurs sur d'autres mineurs. Et dans le reste de l'actualité, une partie de l'affaire Assange classée. Le fondateur de Wikileaks ne devra pas répondre des faits d'agression sexuelle reprochés par une plaignante suédoise puisqu'ils sont désormais prescrits. C'est ce qu'annonce le parquet aujourd'hui. Julian Assange est poursuivi, je vous le rappelle, dans le pays scandinave pour des soupçons d'agression sexuelle et de viol. Les faits remontent à 2010. Mel Benoliel nous en dit plus. Petite éclaircie à l'horizon pour Julian Assange.
Le fondateur de Wikileaks a vu ce jeudi certaines accusations de viol tomber sous le coup de la prescription. 5 ans se sont en effet écoulés depuis la plainte d'une Suédoise d'une trentaine d'années pour agression sexuelle. Des faits présumés qui se retrouvent donc prescrits, la justice suédoise n'ayant jamais lancé de poursuite contre l'Australien. D'autres faits d'agression sexuelle devraient être classés le 18 août prochain, sauf si le parquet se décidait d'inculper Julian Assange d'ici là. Ces prescriptions ne devraient en revanche rien changer pour celui qui est toujours confiné à l'ambassade équatorienne de Londres depuis plus de 3 ans pour échapper au mandat européen émis par la Suède, car l'homme de 44 ans est toujours sous le coup de la justice pour une autre affaire de viol. Une affaire qui a éclaté au même moment mais pour laquelle la prescription est de 10 ans. Ce qui laisse encore 5 ans à la justice anglaise pour interpeller le mis en cause. Une affaire ultra médiatisée qui s'est enlisée dès ses débuts. Une série de complications juridiques et diplomatiques n'ont jamais permis de connaître la vérité jusqu'à aujourd'hui. Ayant toujours affirmé qu'il s'agissait d'un coup monté, Julian Assange a toujours refusé de se rendre aux différentes convocations de la procureure en charge de son dossier. Sans doute par crainte de se retrouver extradé vers les États-Unis, une fois entre les mains de la justice suédoise. Les États-Unis lui reprochant son implication dans les révélations de nombreux documents confidentiels de l'armée américaine. Des révélations pour lesquelles il risquerait la peine de mort. La Suède, de son côté, refuse toujours de lui apporter une garantie de non-extradition. Assange devra donc attendre encore 5 ans et la dernière prescription avant de pouvoir refouler le sol londonien. Toutefois, des discussions sont toujours en cours entre la Suède et l'Équateur pour que les enquêteurs suédois puissent venir interroger Assange à Londres et obtenir sa version des faits. Restez avec nous, je vous retrouve dans quelques instants sur A24 News pour la suite du Grand Direct. C'est juste après un nouveau tour de l'actu internationale en 10 minutes avec Alice de Camp-Marmont. Merci de nous rejoindre sur A24 News pour la suite du Grand Direct. C'est un match de football historique qui va se jouer demain soir entre les clubs de Gaza et de Cisjordanie. Après un résultat nul au match aller à Gaza, les deux équipes vont se retrouver pour le match retour à Hebron. Les joueurs ont été autorisés à passer la frontière pour la première fois depuis 15 ans. C'est un reportage signé Mathias Inbar et Mohamed Al-Kassem. À quelques pas d'un moment historique, celui de passer la frontière entre la bande de Gaza et Israël pour la première fois depuis 15 ans. Ces hommes sont des joueurs du club de football de Shadjaïa, récents champions de Gaza. À leur passage au point frontalier d'Erez, la rencontre avec les soldats israéliens est surprenante. Certains en oublient presque les clivages politiques et discutent, bien sûr, de sport. Une entrée en Israël retardée de quelques jours. Selon Tsahal, le président de la Fédération palestinienne de football, Djibril Rajoub, a refusé à 2 reprises de se réunir avec des responsables israéliens. C'est finalement une délégation de 37 personnes. Et avec 2 heures de retard, que le Shadjaïa FC a traversé la frontière. Nous avons été très clairs avec les dirigeants palestiniens. Nous leur avons demandé d'envoyer 4 joueurs avec 1 jour d'avance afin que nous puissions leur poser quelques questions et leur permettre ensuite de rejoindre leurs coéquipiers. Malheureusement, ils sont venus tous ensemble et nous avons dû les retarder pour interroger ces 4 joueurs. Ce qui est important de souligner, c'est que nous n'avons finalement empêché personne de traverser la frontière parce que nous savons l'importance que requiert ce match entre Shadjaïa et Hebron. Version des faits que rejette en bloc la Fédération palestinienne, qui préfère jouer sur les mots. Nous ne croyons pas ni ne confirmons ce que l'occupation israélienne dit, mais nous disons que nous refusons que nos joueurs soient interrogés, que ce soit pour des raisons sécuritaires ou politiques. Un refus de circonstance, puisque dans les faits, cette lettre a bien été envoyée à la Fédération palestinienne de football. Les 4 joueurs ont été entendus par l'armée israélienne et l'équipe, au complet, a pu se rendre à Jérusalem. Un long chemin parcouru depuis le quartier de Shadjaïa, un lieu où s'était déroulée l'une des batailles les plus féroces entre les terroristes du Hamas et l'armée israélienne lors de bordures protectrices en 2014. Dans le bus qui les amène au Dôme du Rocher, les joueurs s'impatientent. C'est la première fois qu'ils s'y rendent. Un rapide contrôle à l'entrée de la vieille ville de Jérusalem. Et les voilà, en train d'immortaliser le moment devant le 3e lieu saint de l'islam.
Pour certains, les mots sont difficiles à trouver. Je ne peux expliquer mes sentiments. C'est la première fois que je viens ici et surtout la première fois que je prie ici à Al-Aqsa. Je n'ai pas de mots pour décrire ce que je ressens. Un silence qui se poursuit à l'intérieur de la mosquée Al-Aqsa, où nos caméras ont pu exceptionnellement accompagner les joueurs pendant leur prière. Direction ensuite la ville de Hébron. Là aussi, le moment est particulier. Les bus des joueurs, sous escorte civile, mais également policière, traversent l'une des plus grandes villes palestiniennes de Cisjordanie. Les joueurs, à leur descente, sont véritablement accueillis en héros. Il n'y a pas de différence ni de division entre nous. Ce que les politiques ont échoué à faire, les athlètes l'ont fait. Le président de Shadjaya parle ici d'unité sportive, politique et surtout territoriale entre la Cisjordanie et la bande de Gaza, entre toutes les factions palestiniennes. Sans oublier l'enjeu sportif, après avoir fait match nul, 0 partout à l'aller, Al-Ahli, Hébron et Shadjaya se rencontreront à nouveau ce vendredi. Le vainqueur sera désigné pour représenter l'autorité palestinienne lors de la prochaine Coupe d'Asie des clubs. Et puis ces nouvelles suspicions de violences perpétrées par des extrémistes juifs en Cisjordanie. Un abri de stockage appartenant à des Bédouins a été détruit dans un incendie. Un graffiti a été retrouvé non loin sur un rocher avec l'inscription en hébreu « Vengeance administrative ». Une référence au recours à la détention administrative qu'ont décidé les autorités pour faire face aux récentes attaques d'extrémistes juifs. Le récit de Maxime Pérez et puis débat à suivre juste après. Au petit matin, la carcasse est encore fumante. Voilà ce qu'il reste de cette tente, un abri de stockage utilisé par des Bédouins près du campement d'Ain Samia, en Cisjordanie. Un incendie criminel et peut-être même un nouvel acte mené par des extrémistes juifs, si l'on se fie à ces inscriptions en hébreu taguées sur ce rocher. Vengeance administrative. Les colons sont venus ici, ont arrêté leur voiture et ont écrit « Vengeance » en hébreu. Ils se sont ensuite approchés d'une maison, mais une fillette a entendu un bruit et a crié « Qui est là ?» Ils se sont alors éclipsés immédiatement. Une signature qui semble faire référence au placement en détention administrative de 3 jeunes extrémistes juifs après l'incendie d'une maison à Douma le 31 juillet. L'attaque avait tué 2 Palestiniens dont un bébé et avait provoqué une vague d'indignation. Nous sommes venus pour voir ce qui se passe, mais nous avons été empêchés par l'armée de nous approcher. Nous avons trouvé que les colons avaient dessiné des graffitis semblables à ceux trouvés chez la famille d'Awabche. La police israélienne a bouclé la zone. La présence d'une implantation juive à proximité des lieux pourrait convaincre les enquêteurs qu'il s'agit d'un acte de représailles. La politique du prix à payer. Et on en parle avec nos invités. J'ai le plaisir d'accueillir Patrick Béthane, bonsoir. Vous êtes spécialiste de la lutte antiterroriste, et Boaz Bismuth, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes éditorialiste à Israël Hayom. Boaz, un mot tout d'abord sur ce tag qui a été retrouvé. Vengeance administrative, c'est un message qui est envoyé aux autorités israéliennes. Bien sûr, comme d'habitude, une vengeance. Depuis qu'ils ont été créés, ce couple, depuis que ce mouvement exerce ou fait les atrocités qu'il fait depuis 2008, c'est toujours en vengeance, en réaction à quelque chose. Et je dirais. Les autorités israéliennes et le recours à la détention administrative. Et surtout, et cette fois-ci, mais ce qui est très important à noter aussi, ce sont les arrestations. Il y a quand même 3 jeunes arrêtés, et ça c'est quelque chose aussi, un fait qui est assez nouveau. N'oublions pas qu'avant le cas de cette pauvre famille à Douma, il y a eu 15 cas d'incendie dans lesquels il n'y avait pas d'arrestation. Là, dans ce cas, très très tôt, on a vu ces 3 personnes arrêtées, interrogées. Ça c'est quelque chose de positif, je pense. Pourquoi s'en prendre à des Bédouins ? Ils ont fait une très grave erreur de s'en prendre des Bédouins. Parce que les Bédouins sont d'excellents soldats. Et chez les Bédouins, il y a aussi une tradition de vengeance de sang. Mais je crois que c'est lorsqu'on voit the big picture, c'est bien plus grave. Dans la généralité, oui. C'est bien plus grave. C'est du terrorisme contre l'État d'Israël. Ce sont des groupes, des terroristes juifs qui ont un intérêt. Leur intérêt, c'est de déstabiliser l'État d'Israël. Ils ne respectent pas la loi d'Israël. Et il est fort possible que ce soit qu'ils aient décidé, les Bédouins, parce que c'était proche. Mais à mon avis, ils ont fait une très grave erreur. Je pense qu'ils seront punis non seulement par l'État d'Israël, mais aussi par les Bédouins qui trouveront les responsables. C'est-à-dire qu'il y a un risque de vengeance de la part de ces Bédouins, Boaz Bismuth ?
Moi, j'espère que ça va pas être. On est quand même un état de droit et c'est quand même. Ils doivent être sanctionnés. Déjà, il y a eu des arrestations. Bon, ils ne sont pas encore condamnés, mais il y a eu des arrestations, interrogatoires, et ça, c'est déjà ce phénomène. C'est pas la première fois, par ailleurs, que ce style de crime est arrêté. On a déjà connu en 2011 les premières 2 arrestations. Mais je veux parler un petit peu de ces jeunes qui font le cas. Déjà, demain, je pense que la deuxième chaîne israélienne a un scoop dans lequel une personne qui a déserté justement ce groupe-là parle pour la première fois devant les caméras, bien sûr. Le Tag Mechir, de prêt à payer, si vous voulez, pour la première fois. Il explique un petit peu, il a révélé aujourd'hui, il a commencé un petit peu de révéler la façon dont il fonctionne. Alors, on parle un petit peu de groupe de terroristes. Il faut savoir une chose. On a su, 31 juillet, je pense, ce crime abominable, cette maison qui a brûlé avec un bébé d'1 an, 1 an et demi, le papa ensuite, bien sûr, qui est mort à l'hôpital. Il faut savoir une chose, c'est bien sûr, après, il y a eu comment on va dire un petit peu, les propos du président que certains Israéliens n'ont pas aimés. Et pourquoi? Parce que, je dirais... On les rappelle ces propos? On les rappelle justement de mon peuple, que ceci vient de mon peuple. Alors, il faut savoir une chose. Et là, justement, j'utilise le président pour un petit peu expliquer un petit peu aux téléspectateurs de qui il s'agit. Imaginez, par exemple, vous êtes dans la ville de Rishon LeZion, une ville, bon, la majorité est laïque, ou une ville de Holon, ou une ville au Galilée, si vous voulez. Ou une ville arabe. Il y a des délinquants. Alors, certains vont violer, d'autres vont voler, d'autres vont brûler une maison. Là, vous avez des délinquants qui sont dans une zone qui est très politisée, où il y a une idéologie. Et donc, finalement, on va vers un crime. Ça ne veut pas dire, parce qu'ils font ça, que c'est des délinquants, ce n'est pas des criminels. Évidemment, c'est des criminels. Évidemment, l'État doit réagir. Évidemment, l'État doit faire ce qu'il veut. Mais ce n'est pas parce que c'est... 100, 200, 300, 500, je ne sais pas combien sont-ils, que bien sûr on va tout de suite faire cet amalgame et dire, comme on aime toujours dire, bien sûr, les terroristes parmi d'autres ou des deux bords. Parce que quand même, quand on regarde un petit peu le terrorisme juif depuis 48, ou de droite si vous voulez, j'ai besoin de mes 2 mains pour pouvoir les compter. Quand vous regardez de l'autre côté, j'ai besoin de 2 mains pour compter les événements, incidents par semaine. Donc je pense quand même, il faut être clair, ce que l'on vient de voir encore aujourd'hui est très grave. La preuve, on a vu quand on incendie une maison, ça peut se terminer par un bébé mort. Donc pour moi, quand on incendie une tente, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, c'est hyper grave, mais je suis très très content et j'applaudis le fait que cette fois-ci, quelques heures après, enfin, il y a eu des arrestations. Vous êtes d'accord, c'est un phénomène minoritaire ou bien il est amené à prendre de l'ampleur? On voit une escalade lorsque, par exemple, on voit que notre président de l'État a été menacé de mort, lorsqu'on voit que une juge de la Cour suprême aussi est menacée de mort. Et ce n'est pas seulement une dizaine de jeunes délinquants, adolescents qui s'ennuient pendant l'été, mais c'est du terrorisme qui est très dangereux et qui à mon avis, pourrait ensuite nous arriver à une situation de conflit international si à nouveau il y avait des personnes mortes. Mais je pense qu'une des choses qui est très positive, c'est de voir, par exemple, le ministre M. Bennett, chef d'un parti de droite radicale, qui lui-même dit que contre ces personnes, contre ces terroristes, il pense qu'il est pour la peine de mort et même pour démolir leur maison. Je crois qu'il y a un processus, à mon avis, qui est très positif, que le gouvernement israélien n'accepte pas, mais ce n'est pas suffisant. Alors comment vous expliquez ce processus de radicalisation? Ce n'a pas commencé il y a seulement 2 semaines. Lorsque Yitzhak Rabin a été assassiné, depuis, à mon avis, les services de renseignement, les services secrets, la police n'a pas fait suffisamment. Ce n'est pas nouveau. Et on s'est endormi et la situation maintenant est arrivée à cela. Et à mon avis, c'est un processus d'escalade qu'on peut arrêter. Les autorités israéliennes ont réagi trop tard, Boaz Bismuth? C'est une question de résultat, c'est une question de zèle de travail. Comme je dis avant, malheureusement, ces jeunes, encore une fois, ces jeunes délinquants, terroristes, certes, parce que lorsque vous tuez, vous êtes un criminel et c'est ce qui s'est passé il y a 2 semaines. Et une chose est claire, depuis qu'ils ont commencé à agir en 2008, je pense que leur soutien est pratiquement zéro dans ce pays. On ne parle pas dans un coin du monde dans lequel, lorsqu'il y a eu les attentats il y a 2 semaines, la famille de ces jeunes ont distribué des bonbons. Tout le monde a condamné. Depuis qu'ils ont commencé à agir en 2008, président, Premier ministre, chef de la Knesset, c'était à l'époque Rivlin, ont tous condamné. Monsieur vient de parler maintenant de Bennett, bien sûr, peine de mort. Ces gens-là ne représentent en rien même la droite israélienne. Ces gens-là représentent quoi? Ils veulent rétablir un petit peu le royaume de Juda, ils veulent se carrément un peu illuminer, retourner dans un temps de la pierre. Et pour eux, même par ailleurs, c'est même pas droite, c'est carrément une idéologie religieuse hyper dangereuse. Si pour moi, Daesh au niveau religieux sont dangereux, eux ne sont pas moins dangereux. Et par ailleurs, depuis il y a 2 semaines, moi, de mon côté, c'est fini. C'est pas des gens qui font des tags
dagues et qui abîment des murs sont des gens qui tuent. Donc finalement, maintenant, comme monsieur vient de dire, c'est une escalade très très grave. Il y a eu un bébé mort. Mais d'un autre côté, ce n'est pas maintenant, on ne va pas commencer à me faire qu'il y a le terrorisme juif et le terrorisme arabe. Il y a des délinquants criminels. C'est un état de droit et ces personnes doivent être arrêtées. Et par ailleurs, un arabe qui tue un bébé et un juif qui tue un bébé arabe, la peine doit être identique. Mais dans la lutte contre ces deux formes de terrorisme, est-ce qu'il y a des différences? Est-ce que c'est plus difficile à combattre ce terrorisme juif justement parce qu'il est minoritaire? C'est plus difficile parce que infiltrer des agents qui nous donneraient de l'information dans ces groupes extrémistes idéologiques, c'est impossible, c'est très dur. Et ce qui fait que c'est la solution, c'est d'investir à nouveau, non seulement d'arrêter, mais d'investir beaucoup dans les services de renseignement. Et c'est totalement différent du terrorisme arabe, c'est totalement palestinien. C'est plus dur parce que ces gens ont une idéologie qui est vraiment extrémiste. Et en plus encore, et tout à fait en plus, là, c'est une espèce de caste. Ils ne sont pas nombreux. Et dans le fait, en plus, c'est comme une espèce de caste, en plus, qui se protège. Et aujourd'hui, justement, les révélations qui ont été faites dans le 20h dans les informations israéliennes, ce jeune qui les a quittés raconte un petit peu comment ils partent, comment ils se jurent, comment ils se donnent des instructions de ne jamais parler. Ils peuvent passer 15 heures, 20 heures, 30 heures, 50 heures devant les policiers. Ils ne vont pas dire, ou les interrogatoires, ou les inspecteurs, ils ne vont pas dire un mot. Par ailleurs, lorsqu'ils arrivent avec leurs gants, leurs chapeaux, leurs cagoules, leurs bouteilles, eh ben, tout est détruit juste après. Donc c'est très très difficile et surtout aussi il y a une idéologie. De l'autre côté, terrorisme arabe si vous voulez, bon malheureusement, même si certains ne vont pas être d'accord, je pense qu'ils sont encore un petit peu plus nombreux. En plus encore une fois après, on réclame, on est très très heureux. Certains, il y a des mouvements qui réclament bien sûr l'attentat et pas seulement une graffiti. Et donc il y a quand même aussi des mouchards, des personnes qui vont vous donner des informations. Là, ce petit groupe minuscule qui devient ô combien dangereux, malheureusement, se referme comme un escargot. Et ces mesures, compris les autorités israéliennes, notamment le recours à la détention administrative, est-ce qu'elles ont un effet dissuasif? Un effet dissuasif, mais ce n'est pas suffisant. À mon avis, ce qu'il faut faire, c'est trouver ces menteurs idéologiques, j'espère que ce ne sont pas des rabbins, qui donnent leur bénédiction à ces terroristes. Et c'est exactement ce qu'on a fait pour le Retzach Rabin. On a trouvé ces personnes qui ont donné leur bénédiction. Mais je pense que le gouvernement israélien comprend la gravité, fait énormément d'efforts, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas possible d'avoir aucun attentat. Encore de nombreux chantiers pour le gouvernement israélien face à ce phénomène. Merci beaucoup Patrick Détain, merci Boaz Bismuth d'avoir participé à ce débat et merci à vous chers téléspectateurs d'avoir suivi cette nouvelle édition du Grand Direct. Je vous retrouve dès dimanche soir. En attendant, vous avez rendez-vous avec Alice de Comarmont pour un nouveau tour de l'actualité internationale. C'est en 10 minutes. Passez une très belle soirée sur notre antenne.